L'erreur historique, c'est de considérer la conscience comme tout ou rien. Quand moi j'ai commencé, les années 80, la médecine, il y a la conscience et puis le coma, la mort cérébrale ou l'état végétatif persistant, où quelque part, dans toutes ces conditions, on est inconscient, et c'est pas vrai. La conscience, c'est même pas 50 nuances de gris, c'est peut-être toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a vraiment beaucoup de facettes à ce qu'on appelle la conscience humaine, et donc la reconnaissance de ce fameux état de conscience, peut-être qu'il faudrait dire état de réponse, parce qu'on regarde une réponse motrice minimale, était très très important. Alors vous parliez tout à l'heure de cette impossibilité à communiquer pour une personne effectivement dans le coma, et avec vos outils, vous avez démontré que la personne que l'on pensait être complètement inconsciente avait quand même une activité consciente, mais indétectable et intraduisible et impartageable. Ils sont où, ces gens qui semblent ne plus être là, qui semblent avoir un regard vide? Est-ce que leur cerveau est dans un fonctionnement d'activité minimale et ils ont disparu? Ou est-ce que leur cerveau, à cause de son fonctionnement minimum, les empêche de se manifester à nous? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Est-ce qu'ils se cachent derrière? Est-ce qu'ils sont empêchés de communiquer? Donc, c'est très compliqué parce que finalement, il n'y a que la personne qui sait. Hein. Et donc, l'importance justement d'essayer d'établir des communications comme on l'a fait avec l'IRM fonctionnel, avec les EEG et les interfaces cerveau-ordinateur, mais ça reste très très compliqué. Et donc, c'est clair qu'ils ont un cerveau abîmé. Hein. C'est des personnes qui ont eu des accidents de la route, qui ont survécu une réanimation après un arrêt cardiaque ou des hémorragies dans le cerveau. Avant, la question ne se posait pas. Ils étaient tous morts, hein, parce qu'il y avait tellement de dégâts que c'est depuis en fait les années 50 et un médecin qui a inventé une machine qui est le respirateur artificiel. C'est ce que je décris dans le livre Ainsi brillant cerveau. C'est un peu l'historique de ce qui est devenu les soins intensifs, hein, où on peut assurer une respiration et donc une circulation malgré qu'il y a des dégâts au niveau du cerveau qui sont très très graves. Donc ça a obligé la société à redéfinir la mort. C'est la mort cérébrale. Donc là, dans mon métier, il n'y a pas beaucoup de certitude. Hein, mais quand je dis le patient est mort, j'ai quand même intérêt à ne pas me tromper. Et là, je peux rassurer aussi tous les téléspectateurs. Depuis qu'on a les critères de mort cérébrale, donc la mort cérébrale, c'est l'absence de fonctionnement cérébral, il n'y a aucun patient qui est revenu pour nous raconter ce qu'il a vécu. Donc c'est un grand débat, ça. C'est un débat dans le sens où on peut faire une erreur diagnostique, hein, mais quand on a vraiment les critères de mort cérébrale, on n'a pas quelqu'un qui récupère et qui peut communiquer comme on est en train de le faire, si c'est ça votre... Après, il y a l'expérience de mort imminente, c'est un tout autre... Venir, oui. C'est ça votre question. Mais ces personnes-là qui ont une expérience de mort imminente, ils n'étaient pas en mort cérébrale. Donc ça, c'est, je pense, important pour tous ceux qui ont été dans la littérature médicale. Important parce que c'est lié aussi aux dons d'organes. Et donc, je n'aime pas là semer le doute inutilement. Hein. Quand vous êtes en mort cérébrale, je pense que vous pouvez donner sans modération. Hein. Vous pouvez sauver cette vie. Et donc, je pense que c'est important d'en parler. Et puis, il y a en effet ces patients qui ne vont pas évoluer vers la mort cérébrale, qui vont survivre leur coma, mais rester dans ces états très particuliers, les yeux ouverts, mais on dit inconscients, avec uniquement des mouvements réflexes. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Si c'est votre proche, ça reste votre proche, bien évidemment. C'est juste quelqu'un qui a des dégâts très, très graves, et donc on le sait, si on va abîmer votre cerveau, on va changer vos pensées, vos perceptions, vos émotions, votre personnalité. Et là, dans c'est le dégât le plus grave possible, encore compatible avec la vie. Donc vous avez vraiment des blessures dans ce qu'on appelle les deux réseaux de la conscience, hein,
réseau de la conscience du monde extérieur, tout ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce qui passe par vos sens, un réseau. Et puis le deuxième, ce qui vous permet d'avoir cette imagerie mentale, cette petite voix qui vous parle en ce moment, c'est un deuxième réseau de la conscience du monde intérieur, ou la conscience de soi, si on veut. Eh bien, ces deux sont vraiment abîmés, très très graves, comme on peut le voir. Et donc, c'est ça qui fait, quand vraiment vous êtes dans cet état-là, que oui, vous êtes en vie, mais avec une conscience très 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 différente, limitée. Et puis, certains d'eux, où il y a plus qui se passe et où c'est un problème de l'exprimer. Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent pas trouver un moyen de répondre à nos questions. Et donc, c'est à ceux-là, évidemment, que les nouvelles technologies vont donner beaucoup d'attention, vont intensifier les protocoles de rééducation, etc.